Chers amis du Parti de la France, bienvenue dans cette nouvelle émission de réponse à vos questions. Première question, le décès de Jean-Marie Le Pen vous a-t-il affecté? Alors oui, évidemment, le décès de Jean-Marie Le Pen m'a même profondément affecté, puisque comme beaucoup de membres du camp national au sens large, nous avons toujours vécu avec Jean-Marie Le Pen. Alors non pas dans sa maison, pas en étant un de ses proches, mais le fait de la longévité politique de Jean-Marie Le Pen, son émergence médiatique dans les années 80, médiatique et politique, et l'engagement que beaucoup d'entre nous ont pu avoir au Front National, puis pour d'autres plus jeunes au Rassemblement National, ont fait que Jean-Marie Le Pen était devenu un membre de la famille, et tout du moins un membre de la famille politique, et en fait de notre patriarche. Donc évidemment, sa disparition, ça fait drôle, puisque on le croyait presque immortel, puisque il traversait les âges, il traversait les décennies, tout en ayant toujours cette lucidité politique qu'il a eue dès ses premiers engagements au sein de la scène politique française. Et il est certain que voilà, une page se tourne, que évidemment il ne faut pas se dire maintenant qu'il est parti, tout est foutu. Non, pas du tout. Ce ne serait pas lui rendre hommage, ce ne serait pas honorer sa mémoire en décidant que maintenant tout est foutu. Il faut se servir de son exemple, accepter son héritage politique et le faire prospérer. On me demande aussi si je sais qui avait dressé la liste noire de personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans l'église ni dans la cour lors de la messe de Requiem qu'il y a eu le 16 janvier à Paris. Donc je me doute que ce sont ses filles, mais c'est tout à fait dérisoire. Je ne me morfonds pas parce que je n'ai pas pu accéder à la cour ni à l'église pour cette messe de Requiem, puisque à peu de choses près, on a pu s'apercevoir que plus on était proche de Jean-Marie Le Pen, plus on était loin de l'église, et que dans l'église, dans les premiers rangs, figuraient des gens qui lui avaient craché dessus toute leur vie, ou qui avaient dit maintes fois que du temps de Jean-Marie Le Pen, jamais il n'aurait rejoint le Front National ou le Rassemblement National. Donc ce qui est assez paradoxal et presque amusant, qui aurait fait rire Jean-Marie Le Pen, c'est que lui-même, selon les critères de ses filles ou de la direction du RN, il n'aurait peut-être pas pu lui-même assister à ses propres obsèques ou à sa propre messe de Requiem. Donc voilà, nous, au Parti de la France, nous continuerons d'honorer la mémoire de Jean-Marie Le Pen et à assumer son héritage politique, bien sûr, puisque nous nous revendiquons du Front National canal historique, du Front National de Jean-Marie Le Pen, de la droite nationale non reniée. Autre question. Que faire pour éviter les meurtres de nos enfants, comme ceux abominables de Louise récemment ou d'Elias? Eh bien, que faire? Il faut tout d'abord une fermeté, en particulier judiciaire. On voit bien que l'arsenal juridique actuel ne suffit plus. Pour prendre le meurtre de Louise, avec ce dénommé Owen Legrand, qui l'a tué d'une dizaine de coups de couteau, cette collégienne de 11 ans qui rentrait de son établissement scolaire. Eh bien non, l'arsenal juridique, qu'est-ce que c'est? Ça va être une perpétuité dévoyée, puisque perpétuité, ça veut dire tout le temps. Eh bien non, la perpétuité en France est un maximum d'une vingtaine d'années, voire 22 ans, ça peut être 23 ans, 30 ans, vraiment dans des rares cas, mais évidemment ce n'est pas à vie. Donc comment on peut imaginer qu'un monstre comme Owen Legrand puisse un jour sortir de prison et refaire sa vie, alors que celle de Louise est définitivement prise, volée? Eh bien, il faut rétablir la peine de mort.
Voilà, je crois que plus aucun parti de droite nationale, en tout cas plus au Rassemblement national, n'est favorable à la peine de mort. On parle maintenant plus que de perpétuité réelle. Eh bien, je pense que la justice du peuple doit être l'élimination des criminels les plus abjects, les plus sordides, comme peut l'être celui de Louise, comme peuvent l'être aussi les deux meurtriers d'Elias, qui, d'après les révélations de ses parents, on a dit qu'Elias avait résisté quand il s'est fait racketter son portable. En fait, il n'a pas résisté, il a donné son portable directement. Et l'une des racailles a brandi une machette et lui a donné un coup mortel avec sa machette alors qu'il avait donné son portable. Donc c'est un meurtre, c'est un francocide, puisque en l'occurrence les meurtriers d'Elias sont des halogènes. Alors évidemment, au-delà d'une répression judiciaire impitoyable contre les salauds qui tuent nos enfants, il faut également une remigration massive des populations extra-européennes. Les populations extra-européennes sont criminogènes, sont un foyer de délinquance en France. On a pu voir gauchistes et immigrés sur les réseaux sociaux quasiment célébrer, se réjouir que le meurtrier de Louise était un Français de souche. C'est tout de même incroyable et en plus c'est tout à fait révélateur. C'est-à-dire que c'est tellement rare que là, gauchistes et afro-maghrébins disent « Ah, regardez, il y a un blanc. » Oui, sur 300 meurtres de ce type, il y a un blanc, un Français de souche qui en est l'auteur, en France, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, c'est complètement hypocrite. On sait très bien que l'immigration extra-européenne génère une insécurité, une criminalité, une délinquance absolument insupportable, que nous ne voulons pas vivre avec eux, eux-mêmes ne veulent pas vivre avec nous, puisqu'ils voudraient même se débarrasser de nous dans notre propre pays. Eh bien, au Parti de la France, nous estimons que la sécurité des Français ne pourra être rétablie uniquement que si une grande remigration est entreprise. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là, nous ne voulons pas vivre avec eux et ils représentent un danger pour notre sécurité. Les Européens vont-ils devenir les Indiens d'Amérique? Eh bien, si aucun changement politique en particulier migratoire, n'est effectué dans les prochaines années, eh bien oui, nous serons minoritaires dans notre propre pays et je ne sais même pas si nous aurons droit à des réserves, puisque ce n'est pas du tout le projet de nos dirigeants cosmopolites, puisqu'ils veulent absolument qu'on vive avec, malgré ces populations qui ne veulent pas de nous, qui ne veulent pas vivre avec nous et qui détestent en général la population d'accueil. On nous dit que c'est une minorité qui n'accepte pas l'intégration, l'assimilation. Mais non, on le voit bien, il suffit d'ouvrir les yeux. La majorité des extra-européens n'ont aucune volonté de s'intégrer, de s'assimiler et également vouent une certaine hostilité revancharde au pays d'accueil et au peuple français. Que pensez-vous d'Alain Soral et de sa ligne idéologique? Bien écoutez, je vous dirais déjà que quelqu'un qui était ami avec Jean-Marie Le Pen ne peut pas être foncièrement mauvais, complètement mauvais. Nous avons des divergences de vues avec Alain Soral, je dirais notamment concernant la réconciliation avec tous les immigrés extra-européens ou les gens d'origine extra-européenne qui vivent en France. Je ne me sens pas de solidarité nationale avec eux, mais je sais qu'Alain Soral a évolué, il me semble, récemment sur ce sujet. Toujours est-il que voilà, Alain Soral est persécuté judiciairement, ne peut plus vivre en France. Je crois qu'il vit en Suisse parce qu'il ne peut plus vraiment se rendre en France sans risquer de se faire arrêter. Donc je pense que voilà, c'est une voix dissidente du camp national au sens large et qui ne mérite pas toutes les persécutions judiciaires dont il est victime. Bon, moi, contrairement à lui, je ne vois pas Israël derrière chaque actualité, mais toujours est-il qu'il doit avoir le droit de le dire ou de le penser. Voilà, donc je n'ai aucune hostilité vis-à-vis d'Alain Soral, mais peut-être des désaccords politiques. Mais voilà, c'était quelqu'un d'ailleurs
qui a été interdit de messe de requiem de Jean-Marie Le Pen, puisque la famille Le Pen, enfin en tout cas les filles bien sûr, avaient interdit à Alain Soral, comme à Dieudonné, de se rendre à cette messe. Êtes-vous favorable à la semaine de 4 jours ? Écoutez, je dirais pourquoi pas, mais c'est surtout que je suis favorable en fait à une grande liberté dans la façon de travailler, dans la façon de faire ses heures de travail, tout comme de faire le nombre d'heures de travail que l'on souhaite. Je suis pour une libéralisation du travail et non pas un encadrement socialiste ou soviétique. Si les gens veulent travailler 4 jours, s'ils veulent faire plus d'heures tous les jours pour faire leurs 35 heures ou faire leurs 40 heures sur 4 jours, je dis pourquoi pas. Ça doit être quelque chose qui doit être négocié entre l'employeur et l'employé, et l'État ne doit pas s'ingérer là-dedans. Si quelqu'un veut travailler 70 heures, tout en étant payé 70 heures par semaine, eh bien qu'il le fasse. Il ne faut pas que l'État s'interpose dans les relations entre travailleurs et employeurs. De la même manière, on me demande est-ce que le Parti de la France est pour le départ voilà, à quel âge le Parti de la France pense qu'il faut partir en retraite? Pareil, on part en retraite quand on veut, en tout cas dans notre conception libérale que nous avons au Parti de la France. Eh bien, si les gens veulent travailler longtemps, ils travaillent longtemps. Si d'autres veulent travailler de manière parce qu'ils n'ont pas, enfin voilà, selon des volontés personnelles, arrêter de travailler à 60 ans, eh bien ils arrêtent de travailler à 60 ans. Mais c'est surtout que dans le cadre des retraites, nous sommes pour la fin du système de retraite par répartition. Il n'est plus du tout pertinent à notre époque où nous avons 1,3 actifs pour un retraité. Ce n'est plus tenable, bien évidemment. Il n'y a pas besoin d'être un expert en économie pour comprendre que le poids de retraite repose sur les actifs actuels, alors que dans les années 60, par exemple, il y avait 6 actifs pour un retraité. Donc vous comprenez bien que notre système par répartition est complètement obsolète, est complètement archaïque, et qu'il faut arriver à un système par capitalisation. Il faut rendre aux actifs le fruit de leur travail et leur laisser la possibilité de constituer eux-mêmes leur retraite, avec pourquoi pas des fonds de pension, enfin voilà, différents systèmes qui permettent de constituer notre retraite, qui permettra aussi de soulager les employeurs, d'avoir des salaires beaucoup plus importants, des salaires nets beaucoup plus importants, et de responsabiliser les Français qui, malheureusement, depuis des décennies, ont eu l'esprit marxisé et attendent tout de l'État. Remarquez, vu ce qu'on verse à l'État, c'est un peu aussi normal d'en attendre beaucoup. Mais voilà, on voit que beaucoup de choses que gère l'État, ça ne fonctionne pas, en tout cas avec des systèmes aussi archaïques que la retraite par répartition. Donc l'âge de la retraite, je pense que il faut que chaque salarié puisse fixer lui-même l'âge de sa retraite et constituer lui-même sa propre retraite, sans que l'État prenne ça en charge ou ne se serve bien sûr dans les caisses des uns et des autres pour privilégier les uns et les autres. Et je suis également contre le minimum vieillesse, en particulier pour les gens qui n'ont rien foutu de leur vie ou qui se sont juste donné la peine de venir en France à un certain âge pour bénéficier du minimum vieillesse. C'est absolument anormal qu'une épouse de commerçant qui n'a pas été déclarée ou qu'une épouse d'agriculteur touche le même minimum vieillesse que n'importe quel blédard débarqué en France et au bout de quelques années il touchera la même chose. Eh bien non, les étrangers en particulier, et je dirais même les fainéants français, eh bien ne doivent avoir droit à rien ou presque rien, et ce seront des indigents, ils vivront de rien. Quand on n'a rien foutu toute sa vie, eh bien je ne pense pas que l'État doit être solidaire de ces gens-là, tout du moins à la hauteur à laquelle le minimum de vieillesse est accordé pour des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Le Parti de la France souhaite-t-il abroger le statut d'intermittent du spectacle? Oui, oui bien sûr. Nous estimons que la culture n'a pas à être subventionnée et qu'au nom voilà, de la promotion de la culture, nous devons
l'État doit prendre en charge le salaire de personnes qui ne travaillent que 6 mois dans l'année. Eh bien non, bah, ils font autre chose. Voilà, les intermittents du spectacle, s'ils ne travaillent que lors de festivals, s'ils ne sont payés que lors d'une certaine période dans l'année, eh bien le reste du temps, ils font autre chose. Voilà, ou alors ils se mettent au chômage, mais l'État n'a pas à accorder de statut particulier à ces gens. La culture n'a pas spécialement besoin à être subventionnée, et que à l'heure voilà, d'Internet, de la possibilité d'exposer aux yeux de la France entière, de l'Europe entière, du monde entier, ce que l'on fait d'un point de vue artistique, eh bien, et je ne pense pas qu'il ait besoin d'aider à la tant que ça à la diffusion, voire à la création. Ce qui est complètement aberrant, c'est de payer des gens avec l'argent des contribuables pour qu'ils aient des idées. Eh bien, ça, et le statut d'intermittent du spectacle, eh bien, nous sommes pour sa suppression. Que pensez-vous du plan de Donald Trump pour Gaza? Alors, comme d'habitude, Donald Trump aime jouer avec la provocation, avoir des solutions radicales dans beaucoup de domaines, mais Donald Trump est un businessman avant tout, et il a un sens des négociations, on va dire, très agressif. C'est que, comme on l'a vu pour le Canada, pour le Groenland, pour le Panama, c'est-à-dire que voilà, il avance ses pions de manière très brutale, et ça met en fait, lors des négociations réelles, ses interlocuteurs dans une position où ils sont déjà sonnés, où ils sont déjà perturbés par la brutalité du début de la négociation, des déclarations de Donald Trump, et ce qui permet d'avoir pour Donald Trump des interlocuteurs en situation de faiblesse, très défensifs, et en leur accordant quelques petits avantages, en faisant quelques petites concessions, eh bien, ces gens ont l'impression d'avoir remporté une victoire en se disant, regardez, c'est quand même mieux que l'annexion, regardez, c'est quand même mieux que ce qui était prévu à la base. Bon, voilà, c'est une technique commerciale agressive que Donald Trump pratique dans le cadre de la politique internationale, mais la politique internationale, ce n'est que le rapport de force. Ce qu'on a essayé de nous faire croire, le droit international, les valeurs, des droits de l'homme, ce genre de choses, mais tout cela est balayé par la réalité, et Donald Trump remet les relations internationales dans le réel en agissant par volonté politique et par rapport de force. Donc pour ce qui concerne Gaza, c'est sûr que c'est une solution qui peut paraître un peu farfelue, mais en tout cas on ne pourra pas reprocher à Donald Trump de ne pas avoir proposé quelque chose. Alors est-ce que ce sera accepté par les belligérants? Je ne sais pas, mais c'est une piste parmi d'autres. Écoutez, je n'y ai pas plus réfléchi que cela, mais je ne porterai pas de jugement sur cette proposition de Donald Trump, qui se réalisera ou pas, mais en tout cas, le Parti de la France estime que notre pays a bien d'autres choses à gérer plutôt que la reconstruction de Gaza. En tout cas, j'estime que la France n'a pas à mettre 1 euro dans la reconstruction de Gaza. Croyez-vous sérieusement à une candidature de Cyril Hanouna en 2027? Alors effectivement, on entend ici ou là, bruissent des rumeurs comme quoi Cyril Hanouna serait candidat en 2027. Écoutez, on peut dire, voilà, je ne vais pas dire, mais non, ce n'est pas sérieux, ça n'arrivera jamais. On sait que bien que tout est possible dans notre société, dans notre scène politique dévoyée. En tout cas, il ne serait pas moins légitime que les guignols actuels, les représentants du système. Bon, évidemment, moi, ça me paraît tout de même très saugrenu, et je n'espère pas une candidature de Cyril Hanouna qui rendrait tout de même relativement clownesque cette élection présidentielle. Quel est votre avis sur la loi sur la fin de vie? Le Parti de la France est fermement opposé à la loi sur la fin de vie, qui ne dit pas son nom, qui est l'euthanasie, et nous savons très bien comment nos gouvernants, les mêmes qui ont poussé à la légalisation de l'IVG,
ce sont les mêmes et ce sont exactement les mêmes arguments, c'est-à-dire vous présentez la personne qui est dans des états, en fin de vie, en état de souffrance abominable, en disant regardez, il faut donner la possibilité à ces gens de partir dans la dignité. Eh bien, nous pouvons tous partir dans la dignité. Ça s'appelle les soins palliatifs, c'est ce qui existe. Et pour ceux qui ont eu la triste expérience de connaître quelqu'un qui était en soins palliatifs, eh bien, il n'y a pas d'acharnement médical et les gens partent dans la dignité. Encore faut-il développer ces services, encore faut-il donner les moyens à ces services de pouvoir laisser à l'ensemble de la population qui arrive en fin de vie la possibilité de partir dignement, sans souffrir. Eh bien, c'est cela qu'il faut développer et non pas l'euthanasie, c'est-à-dire la mise à mort de personnes, qu'elles le veuillent ou non, dans le sens où on n'est plus forcément lucide à la fin de sa vie, et d'ailleurs peu le demandent réellement. C'est-à-dire qu'on vous met en avant souvent des gens qui sont en bonne santé et qui disent qu'ils veulent l'euthanasie, qu'ils veulent eux partir, voilà, dès qu'on leur annonce un cancer, en disant moi je veux partir. Voilà, vous voyez, la personne n'est pas sur son lit de mort, mais des gens sur leur lit de mort qui demandent à ce qu'on les élimine, il y en a très peu. Enfin, toujours est-il qu'on sait très bien quelles seront les dérives d'une loi sur la fin de vie et de l'euthanasie, parce que nous arriverons à l'euthanasie généralisée de confort. Eh bien, on vous fera comprendre que vous êtes inutile, que vous coûtez cher, on déculpabilisera les familles, on dira aux familles, mais vous savez que vous pouvez le demander, insister, on sait très bien comment ça se passe, on a très bien vu comment cela se passe avec le planning familial concernant l'avortement. Toute personne, toute jeune fille, toute femme qui pousse la porte du planning familial, est enceinte, se fait conseiller d'avorter et pas du tout, on ne leur propose de trouver une solution pour mettre au monde l'enfant qu'elles attendent. Voilà, donc l'euthanasie, ce sera exactement la même chose concernant voilà, cette fin de vie qui devrait être abrégée sous des prétextes fallacieux. Eh bien voilà, le Parti de la France est contre. En revanche, nous sommes évidemment pour que les gens ne souffrent pas, et il existe pour cela des solutions, c'est-à-dire des soins palliatifs qui doivent être développés, mais qui existent déjà. Êtes-vous favorable à une réduction du nombre de fonctionnaires ? Oui, évidemment, je suis favorable à un ministère comme il y a aux États-Unis et dont Elon Musk a la charge, c'est-à-dire de faire une évaluation des politiques publiques et d'éliminer, de trancher, voilà, de couper à la tronçonneuse partout là où il y a de la gabegie, où il y a des abus, où il y a des dépenses publiques qui peuvent être éliminées. Et évidemment, je suis pour une réduction du nombre de fonctionnaires et en particulier des strates administratives. Il y a beaucoup trop de collectivités, il y a beaucoup trop d'agences de l'État, il y a beaucoup trop d'organismes publics, dont une grande partie qui ne servent à rien ou d'autres qui font doublon. Donc oui, il faut tailler dans le vif, il faut réduire le nombre de fonctionnaires, et je dirais en particulier dans les collectivités locales, dans les collectivités territoriales. C'est absolument énorme le nombre de fonctionnaires qu'il y a dans ces collectivités, à qui on demande très rarement de se serrer la ceinture, et dès qu'on leur demande, tout de suite, elles augmentent les impôts locaux. C'est immédiat. À aucun moment, les collectivités locales, à partir du moment où l'État leur verse moins de subventions, à aucun moment elles décident de vivre avec moins d'argent. Et donc ça, on en parle peu. Souvent, on dit l'État doit serrer la ceinture, mais aussi les collectivités locales. Et sachant aussi qu'il y a des collectivités locales qui ne servent à rien ou qui font doublon avec une autre. Franchement, il n'y a aucune utilité à conserver région et département, par exemple. Aucune. Comme il n'y a aucune utilité à conserver communauté de communes et communes. Ça fait doublon, ça fait contre-emploi. Et ça fait une bureaucratie énorme qui en plus ralentit l'action publique. On pourrait se dire, bah, ça va être plus efficace. Non, la décentralisation au début des années 80 a entraîné une bureaucratie de plus en plus lourde et une action publique de plus en plus compliquée. Au contraire, ça n'a rien amélioré.
ça a créé un nombre de fonctionnaires exponentiel et également un ralentissement de l'action publique et aussi un énorme clientélisme au sein des collectivités locales puisqu'ils n'ont pas le même système de recrutement que l'État. Quelle est la stratégie du Parti de la France pour les élections municipales? Eh bien, le Parti de la France, alors déjà, je vais peut-être vous dire une chose qui va vous étonner, les élections municipales sont de moins en moins utiles. Alors évidemment, vous votez et pour le conseil municipal, qui n'a quasiment plus aucun pouvoir, n'a plus aucun pouvoir politique, ce n'est plus que de la gestion pénible en plus, puisqu'on voit qu'on peine à trouver des gens qui veulent bien être maires, parce que quand ils voient la complication d'être édile municipal, les risques, le risque pénal aussi quand on est élu municipal et qu'on est un peu abandonné aussi par l'État tout en ayant certaines choses à gérer qui sont tout sauf politiques. Au sein d'un conseil municipal, à part dans les grandes villes, vous ne pouvez pas faire grand-chose de politique. Et le Parti de la France a vocation à changer les choses au niveau national. Alors ce n'est pas pour dénigrer le localisme, ce n'est pas pour dénigrer les gens qui s'investissent dans leur commune ou dans leur comité de communes, mais c'est pour dire qu'il faut avoir des priorités politiques. Et la priorité politique aujourd'hui du Parti de la France, c'est de réveiller les Français au niveau national face à la submersion migratoire, face à la colonisation migratoire, face à la disparition du peuple français, face au grand remplacement, face à l'insécurité, face à la criminalité étrangère. Voilà, c'est le point essentiel. Donc, aller perdre un temps inimaginable dans des élections municipales qui sont très dures à constituer, les listes sont très dures à constituer puisque il faut, à partir de 1000 habitants, la parité intégrale des listes complètes avec la parité intégrale, ce qui est un véritable boulet pour la constitution des listes. C'est très très compliqué avec un nombre de noms qui n'est absolument pas proportionnel par rapport au nombre d'habitants. Quand vous êtes dans une petite ville de 5000 habitants, il faut à peine moins de noms que pour une ville de 10 fois plus d'habitants. Donc voilà, c'est une élection très compliquée à mettre en place avec, au final, même si on est élu conseiller municipal d'opposition, très peu de pouvoir. Voilà, il faut le dire. Et au Parti de la France, nous avons des conseillers municipaux. Voilà, je ne dénigre absolument pas leur engagement ou leur travail, mais il faut avoir des priorités. Aujourd'hui, les priorités, elles ne sont pas locales, elles sont nationales. Donc le Parti de la France participera de deux manières aux élections municipales. À quelques endroits, des cadres du Parti de la France seront à la tête de listes municipales, parce que nous y voyons un intérêt local ou politique. À certains endroits, nous soutiendrons des candidats de droite nationale qui, dans les grandes villes en particulier, je pense par exemple à Stéphane Ravier à Marseille, puisqu'on me pose la question comment savoir si on soutiendra par exemple Stéphane Ravier à Marseille. Bien sûr que le Parti de la France soutiendra Stéphane Ravier, puisque nous l'avions déjà soutenu en 2020, lorsqu'il était encore au Rassemblement national. Eh bien, le Parti de la France avait même fait des affiches en disant le Parti de la France soutient Stéphane Ravier. Donc pour le cas personnel de Stéphane Ravier, candidat à Marseille, oui, nous soutenons sa candidature, comme nous soutiendrons la candidature d'autres personnes, comme par exemple si Marion Maréchal est candidate à Paris, eh bien nous soutiendrons la candidature de Marion Maréchal. Et également, nous demandons à nos militants, à nos adhérents, à nos sympathisants, d'intégrer des listes d'intérêt communal, sans afficher leur étiquette politique, puisque ils risqueraient de se faire éjecter de ces listes, où ça n'aurait pas de pertinence d'afficher sa couleur politique dans une liste d'intérêt communal, où comme je vous le disais précédemment, il y a très peu de politique, puisqu'on parle surtout de gestion administrative des affaires courantes. Voilà, le conseil municipal, c'est cela. Il n'y a pas de grand débat politique au sein du conseil municipal. Sauf quand la municipalité veut sortir de son rôle, par exemple en accordant une subvention à, je sais pas, de coopération internationale ou ce genre de choses, ou lorsque, par exemple, il y a des subventions accordées pour une association cultuelle musulmane, voilà, ce genre de choses. Mais ça s'arrête là. L'action municipale est tout de même très très réduite dans l'action politique.
Que faire des fous, des tarés qui déambulent dans les rues, qui sont laissés en liberté? Vous savez qu'on en croise régulièrement, en particulier dans les grandes villes. Vous savez, des dingues qui parlent tout seuls, beaucoup souvent des étrangers, en particulier des Afro-Maghrébins qu'on voit, qui ont l'air complètement avec des regards hallucinés, qui se battent dans les rues. Et effectivement, c'est des bombes à retardement. Ces gens-là ne devraient pas être dans la rue. On parle pas de l'idiot du village, voilà, que tout le monde connaît. Non, on parle de personnes qui débarquent souvent d'Afrique ou d'ailleurs, qui sont complètement dingues et que l'on retrouve. D'ailleurs, vous voyez, dans les hôpitaux psychiatriques, si vous avez l'occasion d'y aller, alors je ne vous le souhaite pas, moi, la seule fois où j'y suis allé, c'était pour une expertise psychiatrique qui avait été ordonnée par la justice parce que j'avais publié des photos de Daesh. J'ai d'ailleurs été condamné pour cela, et donc pour humilier en fait le prévenu, on lui faisait passer une expertise psychiatrique que j'ai passée. Donc je suis allé, j'étais à Saint-Quentin pour passer mon expertise psychiatrique, j'étais à l'hôpital psychiatrique, et bon, Saint-Quentin c'est quand même un endroit, l'Aisne, c'est quand même un département qui est relativement protégé de l'immigration. Eh bien, je n'ai croisé que des tarés noirs et arabes qui étaient là, qui se baladaient autour. Alors j'étais sur le parking, j'étais pas spécialement rassuré de voir ces dingues qui paraient tout seuls, qui se mettaient à crier. Et quand je suis rentré en attendant pour demander mon rendez-vous avec la psychiatre, eh bien, je voyais, c'était principalement ceux-là qui déambulaient. Donc, vous imaginez à Saint-Quentin, donc imaginez ailleurs. Et donc je pense que aussi beaucoup de pays se débarrassent de leurs cinglés, ils arrivent en France et comment on peut craindre qu'ils commettent l'irréparable puisqu'ils sont complètement givrés et que nous n'avons absolument pas à être la poubelle psychiatrique du tiers-monde. Donc ces gens doivent être renvoyés chez eux, nous n'avons pas à les prendre en charge, et pour les cinglés français, eh bien, ceux qui représentent un danger pour la population doivent être enfermés. Voilà, c'est pareil pour les délinquants et c'est pareil pour les criminels. Que pensez-vous des reportages de Vincent Lapierre? Eh bien, moi, j'estime que tout ce qui contribue à éveiller les Français, en particulier lorsqu'il se rend dans des endroits où règne une certaine insécurité, lorsqu'il interroge des gauchistes pour voilà, les mettre devant leurs contradictions, eh bien, je trouve ça intéressant. Vincent Lapierre, je ne le connais pas. Les rares fois où on se croise, il m'évite soigneusement. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il ne m'a jamais interviewé, même si bon, l'interview des politiques, c'est pas forcément son domaine de prédilection, mais voilà, bon, il m'évite, je ne sais pas pourquoi, il croit peut-être que je vais l'étrangler, j'en sais rien, pas du tout, je n'ai absolument rien contre Vincent Lapierre, et j'apprécie assez son travail, et voilà, j'apprécie tout ce qui va dans le bon sens, tout ce qui permet d'éveiller nos compatriotes. Pourquoi n'incitez-vous pas les gens à acheter de l'or et à l'enterrer dans leur jardin? C'est une vraie question, hein, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Alors voilà, on nous dit, ça doit faire 40 ans qu'on nous dit qu'il faut acheter de l'or, virer ses liquidités, puis là on me dit en plus il faut l'enterrer dans le jardin. Alors bon, je ne suis pas certain que ce soit une riche idée d'enterrer ses richesses dans son jardin, pour se les faire voler, voilà. Je pense que c'est quand même plus en sécurité dans une banque, sauf si la banque fait faillite, bien sûr. Pour ce qui est de l'or, pour qu'il y ait ces prédictions permanentes de certains, de dire que ça y est, cette fois-ci, c'est le crash annoncé. Vous savez, on nous l'annonce sans arrêt que ça va être le crash, qu'il faut avoir de l'or, qu'il faut avoir des boîtes de conserve chez soi et des pâtes et des rouleaux de PQ pour un an. Bon, écoutez, on voit bien que ça n'arrive pas. Alors évidemment, ça va arriver. Si ça arrive un jour, on dira ah bah voilà, je vous l'avais bien dit. Mais il y en a des gens qui vont mourir avec leur boîte de conserve périmée et leur papier toilette jauni. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute manière, ces gens qui attendent l'apocalypse, eh bien, ils seront embarqués dans l'apocalypse avec tous les autres, puisque à moins qu'ils soient regroupés et armés, ils se feront piller toute leur base autonome durable. Voilà, c'est pourquoi je crois que très moyennement,
à tout cela, à tous ceux qui se préparent à l'apocalypse économique, financière, alimentaire, eh bien, ils seront balayés avec les autres. C'est évident, et je ne souhaite à personne de vivre des temps aussi difficiles. Mais voilà, acheter de l'or, je veux bien, mais qui a les moyens d'acheter de l'or? Qui a les moyens? Quels sont les Français qui ont des bas de laine et qui se disent bah tiens, je vais acheter pour 100 000 euros d'or, mais personne n'a les moyens puisqu'on voit que les actifs sont saignés à blanc. Les actifs n'arrivent plus à mettre 1 euro de côté. Rien que pour vivre normalement, pour payer leurs charges, eh bien tout leur salaire y passe et ils n'épargnent presque rien. Et ils n'arrivent même plus à s'acheter de voitures neuves, pendant que les retraités, eux, s'achètent des voitures neuves. La part des retraités qui achètent des voitures neuves, enfin, la part des gens qui, voilà, dans les gens qui achètent des voitures neuves, il y a à peu près entre 70 et 80% de retraités. Demandez-le à des vendeurs de voitures. Nous avons des vendeurs de voitures au parti de la France et ils m'ont confirmé ce chiffre. Les gens qui ont les moyens de s'acheter des voitures neuves sont les retraités et pas les actifs. C'est des choses complètement aberrantes. C'est qu'aujourd'hui, un jeune couple d'actifs ne peut pas acheter une maison sans avoir un garant, sans avoir des garanties ou un apport absolument démentiel. On arrive dans une société où les actifs, les gens n'ont plus d'argent, n'ont plus les moyens même d'épargner, et encore moins les moyens d'acheter de l'or. La dette est-elle fictive comme le prétend la gauche? La dette n'est pas fictive. L'argent, on le doit, on ne peut pas dire du jour au lendemain, ah bah voilà, à nos créanciers, écoutez, terminé, on vous rembourse plus. Ça, c'est ce que voudraient faire croire les communistes de LFI. À partir de ce moment-là, la France n'aura plus aucune crédibilité sur les marchés financiers et nous serons dans une récession économique absolue. C'est-à-dire que vu que plus personne nous fera confiance, plus personne ne voudra prêter d'argent à un État surendetté comme l'est la France, eh bien ce sera la ruine pure et simple de la France. Donc non, malheureusement, la dette n'est pas fictive et il n'est pas possible de dire d'un claquement de doigts de dire, eh bien non, hop, terminé, on ne paye plus la dette, voilà, la finance internationale, on ne leur donne plus 1 euro. Bah non, malheureusement, quand on a emprunté à la finance internationale, eh bien on doit de l'argent à la finance internationale. C'est comme ça. C'est malheureux. Moi aussi, j'aimerais bien que ce soit si facile en économie et qu'on puisse dire ah bah oui, comment on rembourse pas la dette. Ah bah non, je rembourse pas. Bah oui, vous remboursez pas, mais vous allez voir ce qui va se passer après. Que pensez-vous de l'inclusion des enfants handicapés à l'école et aussi du statut des AESH? Alors je vais peut-être choquer certains, mais je ne vais pas du tout dans l'optique actuelle qui est d'intégrer dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, des enfants qui ont des problèmes particuliers. Je suis pour qu'il existe des structures pour les accueillir. Mais j'estime que les enfants qui ont des problèmes, quels qu'ils soient, et qui ne peuvent pas suivre les cours normalement, représentent un problème quand on les inclut dans le cursus normal. Ces enfants doivent être aidés dans des institutions spécialisées qui leur permettraient de suivre des études adaptées. Mais non pas que ce soit l'ensemble de la classe qui s'adapte à une minorité, parce que c'est malheureusement ce qui arrive. Il faut savoir avoir aussi, parce que j'ai des retours de terrain, par exemple les AESH, même si elles font un travail utile, la plupart du temps, les AESH perturbent les classes, puisqu'elles parlent avec l'élève qu'elles sont censées aider. Et l'élève qu'elles sont censées aider, il faut savoir qu'elles elles font le travail à leur place. C'est ce qui se passe. Alors, j'imagine que beaucoup vont hurler en disant « Mais non, pas du tout, ça se passe pas comme si, ça se passe comme ça. » Les enfants qui ont des retards, voilà, disons-le, mentaux, qui ont des problèmes d'autisme ou ce genre de choses, et qui se retrouvent avec une AESH lors de l'examen, je pense par rapport au brevet, eh bien l'AESH passe le brevet à sa place. C'est-à-dire qu'elle remplit, elle écrit à la place de l'élève, donc l'élève qui a certains problèmes qui relèvent du médical se retrouve avec le brevet, quelquefois avec une mention très bien, et puis se retrouve au lycée, et puis après soit s'écroule au lycée s'il n'a plus d'AESH, ou après, même s'il parvient à avoir le bac, il ne parvient pas à faire d'études supérieures. Donc voilà, tout ça, on est dans cet égalitarisme
gauchiste, débilitant. Je pense qu'il faut aider ceux qui ont des difficultés, ceux qui partent avec un handicap quel qu'il soit, dans des structures spécialisées, dans des classes spécialisées. Et je pense qu'on a les moyens de faire ça, de faire cela, plutôt que de vouloir inclure à tout prix, de faire l'école inclusive où on va accueillir des élèves qui vont avoir de gros problèmes et qui vont retarder l'apprentissage des autres et également qui vont poser des problèmes aux instituteurs, aux professeurs. Alors sachez que ce que je dis là, ce n'est pas du tout tendance. Je suis quasi persuadé que des gens vont hurler quand ils vont m'entendre, même si évidemment je n'ai pas un véritable impact national, mais c'est un sujet très clivant et sur lequel personne n'ose aller. Eh bien non, je pense que les enfants qui ont des retards scolaires, qui ont des handicaps, ne doivent pas être scolarisés avec les autres. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut des structures spécialisées pour justement s'adapter, leur fournir un enseignement adapté de telle façon à ce qu'ils puissent construire leur cursus scolaire, mais non pas qu'ils entravent celui des autres et l'apprentissage tant des élèves que l'enseignement des professeurs qui, peu le disent, mais beaucoup sont dérangés dans leur classe quand ils ont ce type d'élèves. Faut-il garder Mayotte pour faire voir aux Français ce que la France va devenir ? Puisque Mayotte, en fait, serait le laboratoire, l'expérimentation, en fait, de ce que va devenir la France, c'est un territoire d'outre-mer, un département d'outre-mer qui est submergé par l'invasion migratoire. Bien non, nous n'avons pas besoin d'exemples, nous en avons déjà suffisamment assez. En France, il n'y a qu'à voir toutes les grandes villes et les banlieues de ces grandes villes, et nous n'avons pas besoin de conserver Mayotte, de dépenser une fortune pour assister cet îlot et cette population non française, cet îlot où il n'y a aucune richesse, il n'y a rien à attendre de Mayotte, et il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Ce n'est pas en France, ce ne sont pas des Français, ce sont des Comoriens, soit ils doivent soit ils doivent décider de leur indépendance, soit ça doit être rendu à Mayotte, mais en tout cas, la France doit s'en débarrasser. En 2027, en cas de duel RN-LFI ou RN-Macron, le Parti de la France appellera-t-il à voter Rassemblement National malgré toutes les critiques qu'il a vis-à-vis de Marine Le Pen et du Rassemblement National? Bah oui, on l'a fait, on ne souhaite jamais le pire à nos compatriotes. Et même si nous n'avons aucune confiance dans le Rassemblement National complètement aseptisé, qui a renié quasiment tout du Front National canal historique, eh bien nous estimons que ceux qui ont plongé la France dans la ruine économique, dans la submersion migratoire, sont encore pires que ceux qui n'ont pas encore été au pouvoir. Donc, naturellement, nous chercherons, le Parti de la France militera pour éliminer le candidat le plus nocif pour les Français, comme nous le faisons à chaque élection. Voilà, nous sommes responsables, nous sommes pragmatiques, et quand il y a des choix politiques de cette envergure, eh bien le Parti de la France sait prendre ses responsabilités et sait mettre de côté les griefs qu'il peut avoir contre un ou une candidate, même si nous ne souhaitons pas, en tout cas au Parti de la France, nous ne souhaitons pas que Marine Le Pen soit la candidate du camp national. Et enfin, dernière question, la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux voulu par Darmanin, le Parti de la France est-il pour? Non, nous ne sommes pas pour, puisque la fin de l'anonymat a pour objectif, en tout cas dans une société où la liberté d'expression est encadrée strictement par la justice, évidemment que la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux permettrait de poursuivre les gens qui s'opposent à l'idéologie dominante. Évidemment, leur but c'est cela, c'est que si nous étions dans une société totalement libre où nous pourrions dire ce que nous voulons, comme aux États-Unis par exemple,
la levée de l'anonymat aurait peut-être un sens, mais en tout cas dans une société comme la France, où on peut être poursuivi, condamné même à de la prison ferme pour de simples propos, évidemment qu'il y a un objectif de M. Darmanin et de bien d'autres de pouvoir envoyer en prison des gens qui tiennent des propos que la loi réprouve. Ce sont des gens qui veulent mettre en place un large délit d'opinion afin d'empêcher en fait leurs opposants de s'exprimer. Donc voilà, nous sommes contre, dans l'état actuel des choses, la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Bien voilà, c'était la dernière question et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de réponse à vos questions.